Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Mais j'ai pas. Ah, bon. Magali Berda sur Sud Radio, j'ai commencé, j'ai fait un loupé. Il fallait bien que ça m'arrive une fois par semaine. Hein. C'est mon baptême de la radio, voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir en direct du lundi au jeudi de 20h à 21h. On vit pas dans la même France. Et alors, franchement, pour l'instant, Paris réussit. Hein. Tous les soirs, on a une France différente sur ce plateau. Mais c'est très sympa, très constructif. On casse un peu les codes. Voilà, on a fait une émission de radio un peu différente qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est uniquement sur Sud Radio qui nous a ouvert les portes pour permettre à deux mondes qui ne se parlent jamais de se rencontrer, de parler un peu plus simplement. On reçoit tous les soirs une personnalité publique, médiatisée, un influenceur, voilà, des gens qui arrivent à fédérer des centaines, voire des millions de personnes. C'est un talent de fédérer autant de personnes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. On a beau dire ce qu'on veut, mais ils y arrivent. Et ils discutent. Je vais pas. Oula, ce soir ça va pas. Ça ne va pas ce soir, dis donc. Et chaque soir, ils débattent avec une personnalité politique qui, eux, ont un peu moins les codes, on va dire, des jeunes, des réseaux sociaux, etc. et qui sont un petit peu fâchés, certains, avec, on va dire, avec le peuple voilà, ceux qui ne votent pas. Voilà, le peuple des réseaux sociaux. Alors, ce soir, on va débattre sur un sujet très intéressant en compagnie de notre cher ami Mathias. Bonsoir Magali. Bonsoir Mathias. Tu sais où j'étais hier soir? Tu étais où encore? Ah oui, je sais où t'étais. Non, parce que j'avais un double truc. Tu étais chez Kakoumbe. Non, je suis allé voir une pièce de théâtre. Ah bon? Ouais, je suis allé voir une pièce de théâtre. Ah bon? Alors, je suis allé de moi-même. Là, il n'y a pas de pub, mais j'ai envie de faire une pub parce qu'en fait, c'est dans l'air du temps. C'est quoi? La pièce de théâtre, je peux le faire, s'appelle Jure-le. Et en fait, j'ai rencontré la metteuse en scène parce que j'en ai parlé après avec elle. Ça m'aurait étonné qui parle, alors voilà, obligé. C'était une metteuse en scène, elle s'appelle Marlène Grimet. On embrasse Marlène, j'espère que Mathias... Ah bon? Ouais, t'invite, parce que je lui ai dit franchement, la pièce, elle était tellement incroyable, ça s'appelle Jure-le. Alors j'ai un petit speech. Ouais. C'est l'histoire de 4 femmes entre amour, amitié, addiction et violence. Et en fait, c'est la première fois où ça parle de violence entre femmes. Oula. Tu vois? Ah bah Dieu sait qu'il y en a en plus. Et en fait, j'en ai parlé. En fait, j'ai vu ça passer sur les réseaux. Donc je me suis dit, je vais aller voir la pièce de théâtre. Ouais. C'était incroyable. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est un lien avec, malheureusement, c'est la 130e femme actuellement en France qui est décédée de coups de son mari, etc. Okay. Et je trouve qu'on en parle pas assez. Féminicide. Ouais, voilà, féminicide. Je trouvais pas le mot, c'est toi qui l'avais trouvé. Et je me suis dit, on n'en parlait pas assez. Donc je suis allé voir cette pièce de théâtre. C'était incroyable. Elle t'invite. Ah bah c'est gentil. Tu peux aller avec qui tu veux et on peut même faire gagner 2 places à nos auditeurs. Ah bon? Donc on va trouver un moyen de les faire gagner. Et on va mettre ça en place. Voilà. Ça s'appelle Jure-le. On est tous en direct là sur le live Instagram. Donc on va dire que voilà, ceux qui sont les plus actifs sur le live ce soir et pardon, par SMS également. Aussi. Alors c'est quoi le numéro du SMS? Le numéro du SMS, c'est le 7 20 28. Voilà, donc quand vous envoyez... Non, c'est pas ça Mathias. Mathias, tu es viré, tu sors... Ah bah... C'est 20, le 7 20 18 pardon. 20 18 Mathias. 7 20 18. Alors ils mettent Magali plus je veux les places et on tirera au sort à la fin. Ouais. Ah c'est tout, Magali plus je veux les places. Non, tu veux mettre quoi? Magali en tête de message au 7 20 18. Voilà. Et après vous rajoutez ce que vous voulez évidemment. Ah bah vous mettez Magali en tête de message et en dessous vous mettez tout ce que vous pensez de moi. Voilà. Alors on est foutus. Et ceux qui gagnent pas les places, franchement, je vous jure, allez voir cette pièce parce que c'est dans l'air du temps. Ça s'appelle Jure-le. Jure-le. C'est Marlène Grimet. Très bien. Grimet qui fait ça. Et ben merci Marlène et moi je serais ravie de venir. Voilà. Bon ben on passe à notre émission ou pas? Un peu quand même. Allez, on y va. Alors ce soir on reçoit donc comme je l'ai expliqué Gamal Abina qui va débattre avec Francis Spinner. C'est la grande classe d'avoir un sénateur ce soir sur notre plateau. Alors moi à chaque fois qu'on reçoit un sénateur, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis quelqu'un. Ah mais c'est un... Ça te fait pas ça toi aussi? Si c'est un sénateur, c'est la grande classe. Ça se place où les sénateurs par rapport aux députés, etc. C'est au-dessus. Ah non? Non, parce que... C'est comme la chambre haute. C'est la chambre haute, mais lorsque il y a une loi qui est débattue, in fine, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. D'accord. Mais le Sénat a l'avantage d'être une permanence de la République. Si le président de la République décède ou démissionne, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République. Mais ça, je savais pas. Ce qui est arrivé 2 fois. Absolument. À la mort, au départ du général de Gaulle, Alain Poher, président du Sénat, a remplacé le général de Gaulle. Et ensuite, à la mort de Georges Pompidou, Alain Poher, qui était toujours président du Sénat, a assuré l'intérim pour la 2e fois. Et qui est le président du Sénat aujourd'hui? C'est Gérard Larcher, et c'est affreux que vous ne le sachiez pas. Écoutez, alors, elle le savait, mais elle voulait savoir si vous aviez la réponse. D'accord. Et moi, je connais l'Archer, l'hôpital Larcher, à Nice. Et l'avantage du Sénat, c'est que le Sénat
ne peut pas censurer le gouvernement, mais en revanche, le Sénat ne peut pas être dissous. D'accord. Donc quand vous êtes élu sénateur, vous êtes tranquille pour 6 ans. Quand vous êtes député, par les temps qui courent, c'est un bail plus aléatoire. Vous savez, nous, c'est un peu la politique pour les nuls ici. Ouais. Mais du coup, on vient d'apprendre déjà que le président du Sénat, c'est Gérard Larcher. Bah, on va l'inviter. Et d'ailleurs, qui n'était pas content, là, je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'était pas content ? Il a eu un coup de sang sur un des députés. Non, il a eu un coup de sang contre un de nos collègues sénateurs, parce que au Sénat, il y a encore un dress code. Vous ne rentrez pas dans l'hémicycle si vous n'avez pas de cravate ou de nœud papillon. Et il n'est pas d'usage de s'interpeller et de se prendre à partie. Et c'est ce qui s'est passé. Et un sénateur écologiste avait posé une question et avait débordé son temps de parole. Et le président lui a dit de se taire puisque son temps était écoulé. L'autre a continué, il a pris un coup de sang, mais c'est rarissime. J'ai un copain qui est sénateur, c'est peut-être Akli Melouli, non ? Non, je connais Akli Melouli. Sinon, appelez-vous après l'émission. Oui, qui est un garçon sympathique. Oui, très gentil. Ouais. Mais ok, bon, très bien. Alors écoutez, ce soir, donc on reçoit aussi Gamal Abina, qui nous fait le plaisir d'être encore avec nous ce soir, qui est consultant des chaînes étrangères et cofondateur du mouvement des droits civiques. Alors vous êtes un militant associatif, engagé depuis 2008 dans la lutte antiraciste. Donc merci d'être de retour chez nous. Merci. Si vous revenez, c'est que vous avez aimé débattre la dernière fois avec Jean-Philippe Tanguy. Ah, régal. C'est une star, Jean-Philippe Tanguy. Mais je vois, j'ai vu ça. J'ai mesuré après coup, pas avant. C'est vrai ? C'est une star sur les réseaux. Vous trouvez que dernièrement, on tente d'ébranler un peu la République et les institutions entre les menaces de censure, les appels à la démission d'Emmanuel Macron ? Je ne sais pas si c'est la République qu'on ébranle, mais plutôt le président. Parce que la République est stable, il y a une continuité, il y a quand même des institutions qui sont solides, mais l'instabilité gouvernementale, en l'occurrence, pose problème, effectivement. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'antisémitisme, de la sécurité, de la justice. Est-ce que la République a-t-elle encore de l'autorité pour vous ? Oui, une grande autorité. On a l'impression que ça part à volo parce que l'extrême droite a tendance à jouer cette carte-là, mais je ne crois pas du tout à cette problématique. Je pense que la République est stable et que c'est pas la vraie problématique, c'est la chamaillerie républicaine, c'est pas tellement l'autorité. D'accord. Et alors, merci, je le redis encore, à Francis Piner. Alors, vous êtes l'une des figures singulières du paysage public français. Vous allez me dire si je suis OK. Hein. Allez-y, alors, vous êtes un avocat de renom, au barreau depuis plus de 40 ans, qui a plaidé dans des affaires emblématiques et défendu des causes où se mêlent histoire, justice, mémoire, comme avec Madame Claude ou encore Bernard Tapie. Tu sais qui est Madame Claude ? Bah, c'est moi. Non, je rigole. C'est une blague, c'est parce que sur les réseaux, des fois, on m'a appelé Madame Claude, je ne comprenais pas pourquoi. Aucun rapport en plus. Hein. Vous êtes aussi un responsable politique engagé, aujourd'hui sénateur de Paris, après avoir exercé des responsabilités exécutives, notamment à la mairie du 16e arrondissement. Votre parcours conjugue la rigueur du droit, la culture des institutions et une parole assumée, parfois tranchante, mais toujours argumentée. Vous appartenez à cette génération d'hommes publics pour qui la République est un devoir, une exigence et une fidélité. C'est trop, merci. Ah là c'est là beau. Là là. Merci Florian Winnie. Merci. Et aussi, alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer en politique après tant de succès au tribunal ? Parce que d'abord, quand on est avocat et qu'on fait du droit, on se dit que parfois la loi est mal faite. Et que finalement, si on veut la changer, il vaut mieux être parlementaire. Et puis parce que j'ai été élevé, j'appartiens à une famille gaulliste, mon père était résistant, et j'ai été élevé dans l'amour de la République, et je pense que quand on aime son pays, on doit aussi le servir, et faire de la politique, c'est aussi servir son pays. Et là, vous n'êtes plus maire ? Je ne suis plus maire parce qu'il y a cette malheureuse loi sur l'interdiction du cumul des mandats, qui est une loi imbécile. Et donc, à partir du moment où vous devez choisir, j'étais maire du 16e arrondissement, mais les maires d'arrondissement à Paris ont très peu de pouvoir. Ce ne sont pas des vrais maires et des maires de plein exercice. Et donc, j'ai préféré devenir parlementaire tout en restant très attaché à mon arrondissement. Je suis toujours président du groupe de la majorité municipale. Et c'est vrai que la fonction de maire est la fonction peut-être la plus passionnante et qui est encore celle qui est la plus respectée par les Français. Mais quand vous dites maire, parce qu'il y a la maire de Paris, vraiment Anne Hidalgo, donc ça veut dire que vous êtes comme si vous étiez des adjoints. Non, pas du tout. Non, c'est pire que ça. Ah ouais. Vous êtes élu, vous avez une légitimité. Moi, j'ai été élu avec 76% des voix maire du 16e arrondissement. Vous présidez votre conseil municipal, sauf que vous n'avez pas les pouvoirs d'un maire. D'accord. Et donc, vous siégez aussi au conseil de Paris, où là, vous êtes en opposition avec la maire de Paris.
Alors on revient tout de suite, on va continuer de discuter avec Gamal Abina et monsieur le sénateur Francis Spinner qui a plein de choses à nous apprendre. J'ai déjà appris plein de trucs là, on a commencé l'émission, j'ai appris, je suis trop contente. Non mais au moins elle sert à quelque chose cette émission, c'est ça qui est un kiff. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, on revient pour apprendre encore plein de choses. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct pour une émission exceptionnelle ce soir. J'ai la chance, la classe, je suis trop fière de recevoir un sénateur et pas n'importe lequel, Francis Spinner, sénateur LR de Paris, qui va débattre en face de Gamal Abina, qui est consultant sur des chaînes étrangères et cofondateur du mouvement des droits civiques. On va parler de la République. Est-ce que cette République a encore de l'autorité? Voilà, c'est une vraie question et on va débattre sur ce sujet. Mais avant ça, je veux encore poser quelques questions à monsieur le sénateur. Moi, je suis passionnée de politique, mais j'y comprends rien. Et j'adore mon émission parce que j'apprends plein de choses tous les soirs et ça me passionne de plus en plus. Alors, j'ai une question, moi, toute bête. On reçoit quasiment tous les soirs des députés. On a appris, et moi j'ai cru comprendre, Mathias, tu me dis si je me trompe, qu'aujourd'hui, un peu tout le monde peut être député finalement. Pas besoin d'avoir fait des études. Non, parce qu'il y a beaucoup de non-dits sur ce. Ouais, on a l'impression qu'on voit les députés, c'est des bac plus 5, bac plus 8, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc tout le monde peut avoir la chance d'être député à partir du moment où on a envie, et bien sûr, et qu'on attire la confiance des gens, des convictions politiques. Être sénateur, c'est la même chose? Est-ce que demain, moi, je peux décréter de devenir sénatrice? Vous pouvez devenir sénatrice, il n'y a pas de problème. Je veux. Simplement, les électeurs au Sénat ne sont pas tous les citoyens, ce sont des élus. Et donc, en général, pour convaincre les élus de voter pour vous, il vaut mieux avoir soi-même une expérience d'élu. Ouais, je suis foutu, et souvent, chez les sénateurs, il y a d'anciens députés. Il y a d'anciens maires, présidents de conseils généraux, présidents, conseillers régionaux. Et donc, il y a des parcours très différents. Nous avons des 4-5 vétérinaires qui sont sénateurs. Nous avons des médecins, nous avons des fonctionnaires. Il y a de tout au Sénat. Mais du coup, ça veut dire que c'est les autres sénateurs qui votent pour vous? Non, ce sont les élus locaux, ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire les élus locaux qui votent pour élire les sénateurs. Nous sommes la chambre des territoires. Nous représentons les territoires, les collectivités locales, et donc vous êtes élus par les conseillers municipaux, par les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Donc c'est un électorat qui est plus politisé, mais qui a une expérience et qui demande aux sénateurs une expérience de la vie locale. Et alors vous disiez tout à l'heure qu'à l'Assemblée nationale, donc dans votre hémicycle, parce qu'au Sénat vous avez aussi un hémicycle comme à l'Assemblée nationale. Alors l'hémicycle pour nos auditeurs, c'est la grande salle où on se croirait à la fac, où tout le monde crie, l'amphithéâtre. On ne crie pas, nous. Non, voilà, c'est ça ma question, c'est que du coup, vous, combien vous êtes de sénateurs en tout? 348. Ah, donc beaucoup moins que les députés quand même. Qui sont 577. 577, ouais. Et vous devez arriver costard-cravate? Oui. Et à l'Assemblée, non? Les députés, il n'y a plus de dress code à l'Assemblée. Ah d'accord, ok. Depuis quand? Depuis longtemps d'ailleurs, puisque moi, quand nous avons quand on change la Constitution, on réunit les sénateurs et les députés à Versailles, et c'est ce qu'on appelle le Congrès, et à ce moment-là, ce sont les parlementaires qui votent. Et j'ai vu arriver, lorsqu'on a changé la Constitution, des gens dont je ne citerai pas le nom, mais en jean, en Santiago, faut donner des noms, là. en t-shirt. Monsieur Boyard, par exemple, qui est un monument d'élégance vestimentaire. Et donc, oui, et ça fait. Et d'ailleurs, on reconnaissait, on dit tiens. Est-ce que je vous raconte une blague? Enfin, c'est pas une blague, c'est une anecdote. Pardon, je vous ai coupé en plus, pardonnez-moi. Louis Boyard, j'ai voulu l'inviter à mon émission parce que nous, ici, on donne la parole à tout le monde. Vraiment tout le monde. Voilà, mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire, Boyard, c'est vraiment tout le monde. Moi, je reçois ici, j'estime que si les gens sont des élus, c'est qu'il y a des gens qui les aiment, qui les suivent, qui leur font confiance. Donc, je leur donne tous la parole, quels qu'ils soient, au même niveau. C'est-à-dire, moi, chez moi, gauche, droite, centre, ils sont respectés de la même manière. Et donc, forcément, même si je partage pas trop voilà, le personnage, je me dis, Louis Boyard, moi, j'invite tout le monde. Voilà. Et on a appelé son cabinet tout à l'heure. Ma programmatrice l'appelle, lui dit écoutez, on serait ravis de vous recevoir sur Sud Radio. Ah oui, super, trop bien. On est OK, on vient. Qui présente l'émission? Et là, lui dit c'est Magali Berda.
ils lui ont raccroché au nez. Ils ont dit non, désolé, et ils lui ont raccroché au nez. Et j'ai trouvé ça, mais absurde pour un politique. C'est nul. C'est flatteur pour vous. Parce que je ne le connais pas, ça veut dire, je pense que vraiment, j'ai jamais eu... et le gars, je trouve ça mais triste venant d'un homme politique qui doit normalement venir s'exprimer partout et ne pas avoir de jugement ou de considérer... c'est vrai. Non, mais c'est super nul. Surtout que, comme tu dis, on reçoit vraiment tout le monde et on donne la parole à tout le monde. C'est ça, c'est triste. Nous, on fait cette émission, c'est pour les Français, c'est pas pour nous. C'est vraiment pour donner. Là, vous avez expliqué des choses, les gens ils vont comprendre. Même les jeunes sur les réseaux là, depuis tout à l'heure, les gens ils disent on comprend mieux. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a des gens de gauche qui nous suivent. Vous êtes de droite, au LR. Il y a des gens qui nous suivent de gauche, mais qui, grâce à vous, apprennent des choses sur le Sénat, etc. On n'est pas là pour politiser ou pour ramener du monde plus d'un côté ou d'un autre. On est là pour apprendre et essayer de réconcilier un petit peu les gens avec la politique. Que ce soit de gauche ou de droite, après chacun fait son opinion. Comme je dis toujours, malheureusement, le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes. Et donc, grâce à ce type d'émission, si on peut ramener les gens vers la politique en expliquant que la politique c'est pas honteux, c'est pas sale, c'est la vie de tous les jours et que c'est quelque chose de concret, c'est très bien. Oui, alors ça fait beaucoup le buzz aussi. Les politiques en ce moment ils buzzent beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, il y a eu une bagarre, je crois, entre Estrosi et Dupond-Moretti. Oui. Ça, je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'était l'histoire de la journée. Ils se sont battus presque à un restaurant, etc. Vous pensez quoi des hommes politiques quand ils en viennent comme ça, se battre presque devant les gens, etc. Je pense que c'est pas le meilleur spectacle que donne une assemblée lorsqu'on est dans l'invective. Ce que les gens attendent, c'est qu'on fasse de bonnes lois. Et je dois dire, pour ça, le Sénat, c'est bien. Vous voyez, par exemple, la loi la plus importante qui a été votée ces 2 dernières années, c'est la loi sur le narcotrafic. D'accord. Et nous avions fait une commission d'enquête sur le narcotrafic, et les gens ont découvert, y compris parmi les élus, l'importance de ce fléau, ses conséquences, car je pense que le narcotrafic menace plus la République que le terrorisme. Bon. Et nous avons fait une loi, on l'a votée à l'unanimité. Le Sénat, gauche-droite confondue, a voté cette loi. Et il y avait pourtant des dispositions qui, sur le plan de la procédure pénale, auraient pu heurter un certain nombre de parlementaires de gauche, mais ils l'ont quand même voté parce qu'ils se sont dit, voilà, il y a un vrai sujet qui est en train de gangréner notre pays, il faut qu'on le prenne à bras-le-corps, et on oublie qu'on est de droite et de gauche, on essaye de faire quelque chose qui tienne la route. Et on l'a fait. Et à l'Assemblée, la loi sur le narcotrafic a été votée, mais elle n'a pas eu la même unanimité. Parce qu'à ce moment-là, les gens étaient dans les postures, et donc c'est vrai que le spectacle de l'affrontement stérile est consternant. Ça donne pas une grande idée de la politique. En même temps, c'est là dans le débat, on n'est pas dans la bagarre de tranchées. L'Assemblée s'est filmée, diffusée, ils ont fondé des tonnes parce qu'ils savent que ça va être diffusé aussi. Donc mais est-ce que ça dessert pas la politique du coup Est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui dessert la politique? Moi, je suis pas choqué parce que quand on voit la Chambre des Lords en Angleterre, par exemple, c'est quand même des invectives aussi très, très fortes. Je pense qu'une Assemblée doit vivre. Je pense que la Chambre des Sages, c'est comme ça qu'on appelle le Sénat, c'est plus dans la réflexion. La Chambre des Sages. Les Sages, oui, c'est la Chambre haute. C'est vraiment les gens qui réfléchissent, qui ont du recul sur les choses, qui sont pas impactés par le calendrier électoral, donc c'est pas du tout le même rapport. Et donc ces gens-là qui sont élus effectivement par des élus déjà, ont plutôt une tendance à être dans la modération, ce que n'a pas l'Assemblée. L'Assemblée c'est plus l'invective, on se rend dedans, on montre qu'effectivement cette partition de l'Assemblée est visible rien que sur le schéma, sur la distribution des cartes par exemple. C'est Magali, ce qui s'est passé à la pub. J'ai une petite anecdote. C'est que Monsieur Francis Spinner... Louis Boyard nous a appelé pour venir. Monsieur Francis Spinner, il m'a regardé, il a dit Monsieur Gabla Lamina a les épaules pour être sénateur. C'est gentil. Ah bon mais ne souhaitez pas le malheur, s'il vous plaît. Non, mais pourquoi un malheur? C'est un métier insupportable, je ne pourrais pas. Mais pourquoi? Non, c'est une charge trop lourde à mon sens. D'être sénateur? Dans mon univers, c'est vraiment pas le truc. Mais la politique à commenter, mais être acteur politique, ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais, moi je suis pas sûr. Mais excusez-moi, mais vous êtes un acteur politique. Vous avez une vision de la politique. On peut faire de la politique sans être élu. En faisant cette émission, Magali Berda fait de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Faire ce genre de débat, c'est faire de la politique. Votre action, c'est de la politique. Et donc, pour faire de la politique, il n'y a pas besoin d'être élu. D'ailleurs, si vous regardez, et c'est pour ça qu'il faut que les hommes politiques fassent souvent preuve d'humilité, une grande partie des débats qui ont bousculé la société française ne sont pas toujours venus, tant s'en faut, de la classe politique. La lutte des femmes, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, les radios libres, tout ça, c'est l'écologie. Tout ça, c'est né en dehors des partis politiques qui ensuite, heureusement,
s'en sont emparés. Et donc la politique, vous le faites dans les associations, vous le faites dans la culture, vous le faites dans l'information. Donc vous faites de la politique. J'influence plus que je ne fais de la politique, parce que vous êtes acteur politique dans le sens où vous avez la possibilité de voter des lois, de discuter des lois. Nous, on est là pour les commenter quasiment, peut-être orienter le débat, mais par exemple, on m'a dit que j'étais sur les radios internationales de télévision. Je travaille pour une télévision algérienne qui s'appelle Ali 24 News. Là, c'est pareil, c'est très orienté politiquement, parce qu'il y a une démarche décoloniale. Je m'inscris là-dedans totalement, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère avoir une influence sur les gens plutôt que d'être à l'action comme vous. C'est un travail qui est très long, très difficile, souvent besogneux et souvent ingrat, parce que parfois ça ne passe pas. Donc c'est compliqué, j'aime pas trop l'idée de faire un travail, pas inutile, c'est utile, mais un travail difficile. Moi, quand vous dites que je fais de la politique, je suis au max. Voilà. C'est parfait. Alors, ce soir, donc, on va se poser la question antisémitisme, sécurité, justice. Est-ce que la République a-t-elle encore de l'autorité ? Je vais commencer par vous, Francis Szpiner. Quand vous entendez parler de retour de l'antisémitisme, estimez-vous qu'il s'agit d'un retour ou qu'il n'est jamais parti ? Alors, il y a toujours eu... Moi, j'ai été pendant 15 ans membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Et j'en ai été 6 ans vice-président. Et une des rares tâches que la loi confie à la CNCDH, c'est de faire justement l'état du racisme en France. Et il y a toujours eu un fond antisémite. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, cet antisémitisme est violent. On tue des gens parce qu'ils sont juifs en France. Moi, j'ai été l'avocat de la famille d'Ilan Halimi, j'étais l'avocat de la famille de Sarah Halimi. J'ai plaidé pour le fils de Latifa Benzakian dans l'affaire de Toulouse, où on a tué des gamines dans une école juive. Il y a eu l'hypercachère. Donc on tue aujourd'hui des gens parce qu'ils sont juifs. Et donc là, il y a une violence, il y a un degré de violence qui a monté. Alors on tue aussi... Soyons clairs, j'ai été l'avocat aussi de la famille du père Hamel, on tue aussi des chrétiens, il y a aussi des musulmans qui sont victimes de racisme et qui sont tués. Il y a une violence dans la société française, mais dans l'antisémitisme, on a franchi un degré qui n'existait pas il y a 20 ans. Vous pensez quoi, vous, de ça, Gamal, pardon ? Moi, je ne vous cache pas que la problématique, j'ai vu arriver il y a longtemps, comme tout le monde, et j'ai été un acteur, alors pour le coup, sur le terrain réel, puisque j'ai été immédiatement en 2011 alarmé par le fait que l'extrême droite, on peut parler d'antisémitisme traditionnel d'extrême droite, des séances catholiques, on dira. Cette extrême droite a essayé d'instrumentaliser la jeunesse arabo-musulmane de France, donc je fais un truc global. Et quand j'ai vu qu'en 2010-2011, on avait une montée en puissance de la parole d'Alain Soral, portée par Dieudonné, qui a une responsabilité très lourde, j'ai été le voir à la main d'or pour lui dire d'arrêter. Donc j'ai créé réellement une sorte de rupture, avec une réflexion de la plupart des gens qui m'aimaient bien à l'époque, qui disaient « Mais pourquoi tu te mets contre lui ? Il est avec nous. » J'ai dit « Non, il n'est pas avec nous, il est contre nous. » Parce que le fait de valider l'antisémitisme, c'est récupérer des sales histoires du passé occidental pour nous les mettre sur le dos. On confond la question palestinienne avec la question juive, ce qui n'a rien à voir. Et surtout, on confond le fait que M. Soral, qui a une haine pathologique des juifs, elle est évidente, veut nous entraîner dans cette haine. On n'a pas cette tradition, on l'a jamais eu, on ne veut pas l'avoir. C'est ce que j'ai expliqué. Donc chacun ses poubelles de l'histoire. Mais c'est vrai que cette montée en puissance est arrivée pour plusieurs éléments. Il y a la haine traditionnelle d'extrême droite qui existe toujours et qui est cachée, un petit peu tapie dans l'ombre. Il y a une méconnaissance de la question du conflit israélo-palestinien qu'on voudrait voir comme étant un conflit religieux, alors que ça ne l'est pas du tout au départ. Et surtout, il y a l'idée de se dire qu'on va se venger sur des cibles faciles. Quand on va attaquer quelqu'un qui n'a rien fait, qui est chez lui, comme l'hypercachère par exemple, qui fait ses courses, parce que je connais bien, j'habite à côté de l'hypercachère à Vincennes, quand on va attaquer des gens comme ça parce qu'ils sont ce qu'ils sont, là, c'est du racisme. Alors, je vais utiliser un terme, ça va être intéressant, parce que vous avez été un temps avocat de la mosquée de Paris. On a tendance à vouloir mettre de côté l'islamophobie, que j'appellerais mis-islamisme, enfin c'est islamophobie, qu'on ne voudrait pas voir comme l'antisémitisme. Mais la tradition, parce que l'antisémitisme, c'est un mot qui a été inventé par les Allemands, par un journaliste allemand, antisémitismus, parce qu'il voulait caractériser un peuple avec une religion. Donc il a fait un mix des deux, et ces gens-là, qui ne sont pas de chez nous, sont juifs, et donc cette race juive, c'est comme ça qu'on les a caractérisés, mérite la mort pour des raisons historiques, pogroms et autres. Et aujourd'hui, on commence à voir une migration sémantique, où on dit les Arabes sont musulmans, ce qui n'est pas vrai, il y a 10% de chrétiens, il y a aussi des Arabes juifs, on les oublie ceux-là. Et on dit quoi ? On dit ces Arabes musulmans sont les envahisseurs, on doit détester l'islam parce que la loi l'autorise, on peut détester l'islam, en cachant sa haine de l'arabe qui est derrière. Et en vérité, quand on va assassiner un type dans une mosquée, par exemple, à Boubacar Cissé, on le fait, il est noir en plus, on le fait pas parce que il est musulman. On le fait parce que c'est un envahisseur. On le fait parce qu'on a lu Renaud Camus. On le fait parce que certains excités de l'extrême droite commencent à valider le fait qu'il y a une invasion migratoire, une invasion religieuse, un grand remplacement mythifié. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'antisémitisme, on parle des juifs et de leur religion. Et quand on parle d'islamophobie, on parle des arabes et de leur religion. Le but, c'est de tuer quelqu'un en raison de ce qu'il est, de son origine ethnique. Et c'est ça la problématique. Et aujourd'hui, cette montée en France, elle se voit comment ? Comment on peut tuer un arabe ou un juif ?
Juif avec la kippa, l'arabe avec une tenue musulmane. Alors restez avec nous sur Sud Radio, on aura la réponse juste après ça de Francis Spinner à ce que vient de nous expliquer Gamal Abina. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, on vit pas dans la même France et ce soir on reçoit Gamal Abina qui va débattre avec Francis Spinner qui est sénateur LR de Paris sur la République. Est-ce que la République a-t-elle encore de l'autorité ? On parlait de l'antisémitisme, du retour de l'antisémitisme et on se posait la question, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un retour ou est-ce qu'il n'est jamais parti ? On a eu une explication de Gamal. Qu'est-ce que vous pensez, Maître Spinner ? C'est-à-dire que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas contester qu'aujourd'hui, l'antisémitisme meurtrier est le fait de ceux qui sont des islamistes. Et quand je dis islamistes, j'entends des gens qui dévoient l'islam à des fins politiques et qui ont décidé de tuer des juifs, mais aussi des prêtres, de tuer des professeurs, c'est-à-dire de tuer tout ce qu'ils détestent dans l'Occident. Et cet antisémitisme-là est nouveau et meurtrier. Et celui-là, nous devons le combattre avec la plus grande force. Maintenant, je constate aussi que le conflit du Moyen-Orient, qui est commenté par des gens qui ne savent même pas où est Gaza, qui ne connaissent pas l'histoire, entretient l'antisémitisme. Parce que assimiler aujourd'hui tout citoyen juif français à un Israélien supporter de Netanyahou, on voit ce que ça peut donner dans les universités, dans les boycotts. Je dois dire que c'est terrifiant. C'est terrifiant. Qu'on voit des gens qui sont pris à partie parce qu'ils sont juifs et qu'ils sont assimilés immédiatement à l'État d'Israël et à la responsabilité que l'État d'Israël aurait dans ce qui se passe, c'est quand même quelque chose qui est en train de se répandre et qu'il faut combattre. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, en toute sincérité, avec votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une amélioration, une fin de cette situation aujourd'hui, de ce conflit qui est interne, qui a été ramené quelque part, effectivement, par... Alors ça, c'est la responsabilité de la France insoumise, qui a instrumentalisé ce conflit au moment des élections européennes, parce que j'ignorais que le problème majeur de l'Europe, lorsqu'on votait pour les députés européens, c'était la situation au Moyen-Orient. Maintenant, on voit que les accords, la libération heureuse des otages et le cessez-le-feu à Gaza sont en train de faire tomber la tension. Mais c'est une position fragile, parce que ce conflit est extrêmement complexe, parce que les responsabilités sont multiples et variées, et que donc ça peut reprendre. Et ce que je pense, c'est que la République doit être intransigeante face à l'antisémitisme et à tous les racismes. Parce que qu'est-ce que la République ? La République, c'est qu'en France, quelle que soit la couleur de votre peau, votre religion, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, ça c'est le miracle de la laïcité, vous êtes citoyen de la République. Et donc, lorsqu'on veut transgresser ça et vous assigner à une identité, là, on n'est plus dans la République. Alors, je sais que ça c'est de la théorie, parce que je sais qu'il y a plein de gamins en banlieue qui ont le sentiment d'être exclus de la République, parce qu'ils sont victimes de contrôle aux faciès, parce qu'il y a une discrimination dans l'emploi, etc. Mais ça, c'est le combat républicain. C'est faire en sorte que la République retrouve sa vocation d'être pour tout le monde, quelle que soit votre origine, votre couleur de peau ou votre religion. Alors Mathias ? Ouais, sur le live Instagram, on a Jérôme qui nous dit, est-ce que vous pensez, donc c'est pour nous deux invités du soir, que les réseaux sociaux font monter toute cette haine ? Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même la grande lâcheté, parce que ça permet à des gens sous couvert d'anonymat et avec une relative impunité, parce que la justice ne peut pas tout faire, et elle n'a pas les moyens par rapport à l'ampleur des réseaux sociaux. Oui, les discours de haine, les discours de bêtises font augmenter la tension entre les gens dans la République. Et je pense qu'un jour, il faudra peut-être que nous réfléchissions à une réglementation. Alors on va dire, ça y est, vous voulez porter atteinte à la liberté d'expression. La grande difficulté, c'est que c'est pas seulement un problème franco-français. Compte tenu de la technique, c'est un problème international. Mais je pense que le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. La loi sur la presse, qui est une merveille, la loi de 81, c'est vous pouvez écrire ce que vous voulez.
Mais à condition de ne pas abuser de cette liberté et d'en être responsable quand vous avez l'abus de la liberté. Et là, quand tout à l'heure vous avez parlé de LFI, vous pensez que sur ce conflit au Moyen-Orient, les plus dangereux, c'est les réseaux sociaux ou le LFI ? Mais les uns alimentent l'autre. C'est-à-dire que si vous portez un regard sur un conflit, et je pense que c'est un conflit extrêmement complexe, où c'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Si vous le faites par la haine, par les raccourcis, par les accusations, quand j'entends le terme génocide, je dois dire que moi, dans la famille, les 3/4 de mes grands-parents sont morts en déportation. Historique, mais on ne peut pas le nier non plus. Mais c'est pas un génocide. Ce qu'on caractérise comme génocide, c'est quoi ? Là, c'est intéressant parce que c'est un débat qui ne devrait même pas exister normalement. Quand on a une population qui est enfermée, qui ne peut pas sortir, vous le savez, qui prend des bombes pendant 2 ans, lesquelles on estime aujourd'hui. Alors, c'est pas les Palestiniens qui le disent parce qu'on minorait le nombre de morts. Et le Hamas minorait ses morts, c'était évident. Ce qui se passe, c'est qu'il y a donc c'est un général israélien, donc là on peut dire qu'il y a une chance qu'il dise un peu la vérité. Il estime qu'il y a entre 200 et 250 000 morts et blessés à Gaza. Quand on a 2 millions de personnes qui sont enfermées, c'est ça dont on parle, dans un camp géant, puisque c'est un camp qui est quand même fermé. Non, je parle pas de concentration, je parle de camp. C'est un camp de regroupement massif. Et bien quand on a des bombardements quotidiens avec aucune chance de s'en sortir quand les bombes tombent, avec des bombes hyper sophistiquées, on peut pas dire que les hommes qui sont aux commandes et qui se revendiquent de ça, qui sont racialistes, le peuple des Lumières, les peuples inférieurs, qui disaient que c'est les animaux humains. Enfin, on a des termes vraiment qui résonnent dans l'histoire, et vous connaissez votre histoire. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de dire qu'il y a un génocide. Alors maintenant, l'argument pour contrer ça, qui est faible, c'est de prétendre qu'il n'y a pas de génocide parce qu'il n'y a pas d'intention génocidaire. Je rappelle simplement, si vous le connaissez, Yohann Chapoutot, les nazis n'ont jamais revendiqué de faire un génocide. Ils ne le disent pas, ils le font en douce. C'est le but. C'est le but. Oui, c'est le but. Non, le but n'est pas affiché. Non mais... On est d'accord. Je recentre un peu le débat parce que le débat, et je veux surtout pas que ça arrive, parce que le sujet, je vais être très honnête avec vous, mérite 1 heure de débat, pas la va-vite en 5 minutes. Ça va être très court. Simplement, l'intention, c'est important, l'intention génocidaire, parce qu'après ça exacerbe les esprits, elle n'est jamais déclarée par les barbares qui la pratiquent. On la découvre a posteriori, mais ça c'est pas grave. Le plus important à mon sens, c'est que vous parliez du conflit israélo-palestinien, qui est complexe par bien des égards et en réalité très simple dans l'absolu. Il y a quand même une population qui n'a pas de droit et une population qui en réclame. Donc aujourd'hui, si vous parlez des Palestiniens, si vous parlez des Palestiniens victimes du Hamas et qui sont privés de leurs droits par le Hamas, nous sommes tout à fait d'accord. Les Palestiniens n'ont pas eu leur État, on est d'accord, c'est un fait. Donc ce qui se passe, alors 93 c'était signé, ils auraient dû l'avoir en 98. Donc c'est important de rappeler que tant qu'il n'y a pas de paix négociée avec les peuples, pas avec les dictateurs arabes, ça sert à rien ça. Les accords d'Abraham, il faut des dictateurs. On n'a pas de paix avec des dictateurs. Tant qu'on n'a pas la paix négociée, on n'y arrivera pas. Et en France, le conflit n'est pas importé puisqu'il est né ici à la gare du Nord, à Corse-Espico, où on commence à découper le Moyen-Orient, et on a des prémices du conflit qui s'installent. Important de rappeler que moi, je rejette catégoriquement le fait que l'extrême droite qui a joué sur ça, sa haine du juif, elle a utilisé la cause palestinienne pour alimenter ça, a brouillé l'esprit de certains jeunes qui ont cru à ces bêtises et qui pensent que les juifs contre le monde, que c'est les juifs qui sont en Palestine, toutes ces bêtises-là, alors que c'est faux. Il y a 100 millions de chrétiens sionistes qui ne sont pas juifs, et eux, ils ne sont pas inquiétés. Donc se rappeler de façon très catégorique, moi je lutte de façon radicale contre l'antisémitisme comme contre l'islamophobie. Je n'accepte pas le mélange des genres et je vais paraphraser Kissinger qui disait le pétrole est une chose trop sérieuse pour la laisser aux Arabes. Moi je dirais la Palestine est une chose trop sérieuse pour la laisser aux antisémites occidentaux. Alors, on ne peut pas le faire. On va retourner sur la République française, qui est notre sujet ce soir. Est-ce que la République s'est montrée faible par crainte d'enflammer d'autres tensions ? La République, elle a un problème d'autorité depuis longtemps. Donc pour vous, la République aujourd'hui n'a plus d'autorité ? Non, la République a un problème avec l'autorité. Mais si vous allez à la racine, il n'y a pas de nation et il n'y a pas de République sans école. Sans école. Oui, et le problème, c'est l'école. Et donc, finalement, qu'est-ce que l'on fait ? Quelle est la mission de l'école aujourd'hui ? Est-ce que l'école est aujourd'hui un endroit qui forme des citoyens républicains ? Il y a plus d'éducation civique aujourd'hui à l'école ? C'est pas seulement l'éducation civique. C'est d'abord rendre justice aux professeurs, parce que le métier d'enseignant est un métier qui est dévalorisé, que les enseignants ne sont plus respectés, et par les parents, et par l'État, qui les paye mal, avec des crises de vocation. C'est ensuite rétablir à l'école l'autorité.
et les symboles. Vous voyez, moi, quand j'étais maire du 16e arrondissement, et je continue depuis, les écoles primaires à Paris n'ont pas de nom. Vous êtes à l'école de la rue, machin. Ah oui. Ouais. Et moi, j'ai estimé qu'il fallait donner des noms aux écoles. Et j'ai choisi de donner des noms aux écoles des compagnons de la Libération. Pour que les enfants, quand ils commencent leur vie, ils sont à l'école François Jacob, ils sont à l'école de René Lacombe. C'est-à-dire que leur premier contact avec la société, c'est qu'ils sont dans une école qui porte le nom de gens qui étaient prêts à servir leur pays, à mourir certains pour leur pays et pour défendre les valeurs de liberté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va recevoir Mickaël, qui est un auditeur avec nous. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Mickaël. Merci à vous de me recevoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, sur la République? Est-ce qu'aujourd'hui, la République a de l'autorité? Est-ce qu'elle n'en a plus? Alors non, la République a totalement abandonné son autorité pour moi. Il n'y a qu'à voir les chiffres par exemple, depuis 1960, il y a une hausse de 400% des violences à la personne. Or, on n'a pour toute réponse que des rappels à la loi ou des condamnations qui ne peuvent pas être appliquées puisqu'il n'y a plus de place dans les prisons. Le contrat social suppose que l'État doit protéger ses citoyens. Hein, on appelle ça la violence légitime. Or, avec la totalité 68 ardes, où il était interdit d'interdire, l'État a totalement abandonné son rôle régalien, qui est de fixer, de poser une autorité. Et je pense, et je constate tous les jours que l'État est faible et que les délinquants, le narcotrafic sont de plus en plus forts. Alors pour moi, ça remonte assez loin parce que donc à 68, mais on peut même aller encore plus loin avec Victor Hugo qui avait écrit Le dernier jour d'un condamné, qui avait écrit Les Misérables et qui démontrait qu'en fait un délinquant ne naît pas délinquant, mais que c'était ses conditions sociales qui le faisaient délinquant. Sauf que on a poussé cette culture de l'excuse tellement loin que maintenant c'est la victime qui doit se justifier et c'est le coupable qui s'en sort bien, quoi. Rien qu'à voir avec la mentalité 68 arde, on voit que Coluche, qui faisait passer les flics pour des pecnos et des alcooliques, ça a instillé dans les mentalités une haine du flic, enfin peut-être pas une haine, mais au moins une baisse de son autorité, une chute de son autorité. Vous permettez, j'ajoute que Monsieur Badinter, qu'on a panthéonisé il y a pas longtemps, qui dès qu'il est entré au ministère de la Justice, a vidé les prisons de au moins 11 000 places, si je me rappelle bien. Et qui a fait en sorte que on prenne en compte les droits des prévenus. Alors, Mickaël, je suis obligé de vous laisser parce qu'on est en pause maintenant. Enfin, on passe sur une pause. Restez avec nous sur Sud Radio. Oui. Je vous remercie pour votre intervention et je donne la parole dès le retour à Gamal et à Francis Spinner pour vous répondre. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Il est 20h44, merci beaucoup, on est sur Sud Radio. Merci à Mickaël, merci d'avoir été avec nous et on va écouter la réponse tout d'abord de Gamal. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Mickaël alors ? Bon, c'est un petit peu confus, mais enfin bon, mai 68 est responsable de tout, je suis désolé, mais mai 68 c'était à l'époque de Pompidou, hein. Il y a eu Giscard après, je crois que c'est une France qui était à droite et qui me semblait pas être partie à la dérive. Mitterrand est arrivé, c'est lui qui a une responsabilité, et en même temps on peut pas reprocher à Badinter de faire interdire la peine de mort, on peut pas lui reprocher d'avoir un acte humain et clément vis-à-vis de gens qui parfois ont été tués alors qu'ils n'étaient pas responsables, on s'en souvient. Donc moi je pense que c'est pas parce qu'on construit les maisons, enfin plus on construit de prisons, plus les remplit. Très mauvaise chose. L'autorité de l'État en banlieue, faut y aller pour en parler. C'est-à-dire qu'il y a des bons policiers, il n'y a aucun problème, et puis il y a les policiers qui dérapent. Comme dans tous les métiers, il n'y a pas de perfection. Et la problématique, c'est pas de savoir si on doit être dur, parce qu'il y en a qui réclameraient, et c'est grave de dire ça, la peine de mort. Je donne une démonstration par A plus B.
Un pays où on la pratique de façon très récurrente, la peine de mort, c'est les États-Unis. Est-ce que la criminalité baisse? Non. Est-ce que la délinquance baisse? Non. La peine de mort ne dissuade rien. La problématique aujourd'hui posée, c'est quoi? C'est le civisme, c'est bien de le rappeler, la citoyenneté, le fait d'être traité de façon égale pour tous les citoyens, parce que ce qui était formidable dans la Révolution française, c'est qu'à l'époque, c'était les Juifs qui étaient concernés, et puis le lambda, le paysan, c'est qu'on disait qu'il y avait des nobles qui étaient au-dessus de tout, de droit divin, de sang bleu, enfin c'était les surhommes, et en dessous, il y avait la populace, il y avait ce que les nobles appelleraient les roturiers, quoi, vraiment des termes méprisants. Les révolutionnaires arrivent, disent quoi? Non, un homme vote un homme, un citoyen vote un citoyen, on est tous égaux. Et c'est là-dessus qu'ils sont fondés. Donc les Juifs ont intégré la citoyenneté, non pas parce qu'ils étaient français de souche, ça n'existait pas, mais parce qu'ils étaient sur le territoire. La naissance donne des droits. Et bien ça, sur le territoire, je veux dire. Et là, aujourd'hui, si on commence à remettre en question les fondamentaux de la République, on va aller très très mal. Je pense qu'il y a des choses à améliorer et qu'il faut sortir la logique du taux sécuritaire, ça ne fonctionne pas. Je pense que les prisons sont déjà, je crois que c'est 133 places pour 100 pensionnaires. Mais qu'est-ce que vous dites à tous ces gens, pour parler de choses un petit peu plus concrètes Attendez, concrètement. Je vais vous donner la réponse, Maître Spinner. Qu'est-ce qu'on dit à tous ces gens, par exemple, dans l'histoire qui vient d'arriver là aujourd'hui sur la petite Lola? Il y a beaucoup de gens qui ont dit cette femme aurait mérité la peine de mort. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis contre la peine de mort par principe. Et je pense, à la limite, je vais être cynique. Voilà, la peine de mort, c'est un cadeau qu'on lui fait finalement. Pourquoi? Parce que si on la tue, elle ne souffre pas. Alors que si elle fait 30 ans de prison, elle souffre 30 ans. Là, en plus, c'est une barbarie. Bon, on va même pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que des crimes odieux comme ça arrive tous les jours. Il y a quasiment 3 morts par jour en France dont on ne parle jamais. Là, on le caractérise parce qu'elle a une couleur de peau, apparemment. Et en même temps, c'est tellement odieux ce qui a été fait que ça choque les gens. Non, les deux aspects sont... C'est ce qu'elle a fait à la petite... Enfin, je peux pas vous laisser dire ça, Gamal. Je parle des réseaux sociaux. On a amplifié le phénomène par rapport à ça. Maintenant, la barbarie du crime n'est pas discutable. Ça n'engage que vous. Non, mais je suis pas en train de le défendre, moi. Oui, mais je pense pas... Enfin, honnêtement, il y a une histoire qui est... Pardon, je suis maman. Moi, je pense et attention, on est sur une libre antenne, sur une radio, j'ai pas envie de dire, mais moi, je suis maman. Pardonnez-moi, mais si elle fait ça à mon enfant, quelle que soit la couleur de sa peau, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut pas aller dans des fantasmes. Il y a un papa français, normal entre guillemets. Je fais du Coluche pratiquement blanc, c'est du Coluche, qui a jeté ses enfants par la fenêtre et qui a tué sa femme. Ça, personne n'en a parlé, parce que ça arrive tout le temps, malheureusement. Non, alors moi, je vais vous dire autre chose. Je vais pas revenir encore là-dessus. Et je relativise pas le meurtre, je vous dis franchement. Oui, deux choses. Maître Spinner. Sur la peine de mort, moi je suis profondément abolitionniste. Et je pense que surtout, c'est l'honneur de notre société de ne pas se mettre sur le même plan que les barbares. Tout à fait d'accord. Et donc, quelle que soit l'horreur des crimes, et qui me révulse, moi j'ai été très souvent partie civile, donc aux côtés des victimes, et je constate d'ailleurs que beaucoup de victimes ne réclament pas le retour de la peine de mort. Et je pense que c'est l'honneur de notre société de dire « vous êtes des barbares, et nous ne nous abaissons pas à vous ressembler. Sinon, on fait Guantanamo comme les Américains. » Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Maintenant, sur l'autorité, ce qui est certain, et là, ça me choque profondément, c'est quand des partis politiques manifestent en disant « tout le monde déteste la police », que la police tue ou qu'il y a un racisme systémique dans la police, parce que c'est inexact. Qu'il y ait dans la police, comme dans tout corps de métier... Des brebis galeuses, ça arrive, effectivement. Des brebis galeuses, mais je rappelle quand même, contrairement à ce que l'on dit, que c'est sans doute le corps le plus contrôlé. Et quand on se moque de l'IGPN, je peux vous dire que j'ai assisté des policiers devant l'inspection générale des services, la police est sans doute un des corps les plus contrôlés. Et aujourd'hui d'ailleurs, avec les smartphones, elle l'est de plus en plus, puisque finalement les gens filment et que donc les choses deviennent compliquées. Donc le problème, c'est que les attaques contre l'institution policière minent l'autorité de la République. Et moi, je pense que on oublie que le nom des policiers, c'est un nom magnifique. Ils sont les gardiens de la paix. La paix à l'origine, oui. C'est les gardiens de la paix. Après, c'est devenu les forces de l'ordre, malheureusement. Oui, mais c'est d'abord des gardiens de la paix civile. Et donc, moi, je pense que ceux qui attaquent d'une manière scandaleuse la police ne rendent pas service à la République. Maintenant, oui, il y a cette violence qui est en hausse. En même temps... La criminalité est en baisse, on est d'accord, je veux dire, les meurtres sont en baisse depuis 20 ans. Alors, on tue moins de 1000 personnes en France, qui par rapport aux États-Unis laisserait rêveur. En même temps, il y a aussi les miracles de la chirurgie, de la médecine, qui font que les chiffres n'augmentent pas. Mais en revanche, les violences sont de plus en plus importantes. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a de plus en plus de violences de la part de jeunes mineurs. Et que quand on voit des gamins de 13-14 ans avec les couteaux, les marteaux, les rixes
amplifié par les réseaux sociaux. Oui, c'est parce qu'on a perdu la face, donc il faut se venger, etc. Oui, je pense qu'on a une société violente et que ça pose le problème de l'autorité. Mais l'autorité, elle vient pas seulement de l'État, il y a aussi la responsabilité des parents. Alors justement, par de responsabilité pour toutes les actes graves comme des meurtres, des crimes, etc. Et où maintenant, pardon, mais la mode, c'est l'irresponsabilité pénale. Comment aujourd'hui les gens peuvent sentir... vous voyez, moi, on a... sûr. Alors écoutez, je vais vous dire. Alors, à un moment donné, il faut s'en tenir aux réalités. L'irresponsabilité pénale... voilà, c'est pas possible. Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez été très gentil parce que ça m'a rajeuni, que ça faisait 40 ans que j'étais avocat. En réalité, ça va faire 50 ans. Bon, le 3 décembre, je refêterai mes 50 ans de barreau. Des gens déclarés irresponsables, j'en connais très peu. Pas dans ce sens-là. J'en connais très peu. Fait pas son travail. J'en connais très peu en réalité, parce qu'avant que. Non, c'est pas l'irresponsabilité de la personne. Elle parle de la justice là. Non. Si on parle de l'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire le fait que les gens soient considérés comme irresponsables. Les gens aujourd'hui qui sont pour des meurtres, des agressions, la mode aujourd'hui, c'est de dire je suis fou, désolé, je me souviens pas. Et donc aujourd'hui, on se dit pardon, je vais pas revenir encore mon truc sur moi. Ok, mais moi, le dossier du meurtre de ma belle-sœur. Le gars, il est en train de passer en irresponsabilité. Donc c'est pas aussi... et finalement, on disait, ça aurait pu jamais nous arriver. Et quand nous, ça a été médiatisé, parce que je rappelle, que ma belle-sœur a été assassinée, que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages en me disant, mais on vit la même chose. Donc je pense pas que ce soit si isolé que ça. En fait, on dirait qu'ils connaissent l'astuce. On dirait que c'est plutôt une astuce aujourd'hui. L'affaire Lola, par exemple, celle qui l'a tuée, c'est de la barbarie totale, on est d'accord. Elle n'a pas été déclarée irresponsable. Voilà. Donc elle a bien été condamnée. 30 ans de prison incompressible. Mais c'est pas heureusement. On aurait pu dire qu'elle est folle puisque les médecins me disaient qu'elle était folle. Et pour autant, elle a été condamnée. Faut bien faire attention. Moi, j'aime pas les généralités. On peut pas. C'est moi qui défends la police ou la justice, j'en reviens pas. C'est le monde bien. Continuez à défendre la police. Mais vous êtes sur la voie de la rédemption. Quoique. Mais bon, pour dire simplement, c'est que je pense que ce qui est parti à volo, c'est pas ce que dit le monsieur de tout à l'heure qui exagère les chiffres, qui pense que c'est mai 68, tous ces raccourcis. Ce qui est parti à volo, c'est le fait que l'autorité professorale des écoles, qui était à l'époque quand même, on se rappelle une époque, c'était des notables. On respectait le professeur. Il était bien payé aussi. Eh bien, c'est plus un sacerdoce. Ils font plus ce métier parce qu'ils aiment ça. Ils le font à reculons. Ils le font souvent parce qu'il n'y a pas de solution. Ils le font avec des concours de plus en plus faciles. Et ils le font vraiment parce qu'il n'y a pas de... C'est une question économique maintenant. Et quand on ne respecte pas le professeur, c'est le premier jalon qui saute. C'est le premier état de la République, c'est le premier contact avec la République. Second, qu'on va faire sauter, c'est le policier qui fait traverser les enfants. On le respecte pas. Puis troisième, après, ça va être l'ange gendarme. Puis après, le commissariat. Et puis, ça se multiplie. Et plus il y a de tensions sociales, plus on coupe le lien police-citoyen. On avait ce lien qui existait à l'époque de Chirac, où effectivement on faisait en sorte qu'il y avait une police de proximité, ça créait des liens. Et bien, plus on a cassé ça, et plus la République s'est éloignée des quartiers et des zones de tension. Aujourd'hui, pour revenir à ça, il faut revenir sur le respect des institutions, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient scolaires, qu'elles soient de l'État ou des justiciables, ou simplement du corps des fonctionnaires d'État qu'on appelle la justice. On ne peut pas dire la justice ne fait pas son travail. Quand on va, vous connaissez très bien les tribunaux, je veux dire, les juges rouges, ça n'existe pas, c'est un mythe. Les juges, quand ils sanctionnent, ils vont sévèrement. Et pire encore, pourquoi les prisons sont chargées? C'est parce que maintenant, avec les peines planchées qui ont été retirées, s'ils ont fait les juges, on dit bon, plus de peine planchée, on va taper très fort. Quelqu'un qui va faire un petit larcin qui met 6 mois, il va prendre 1 an. Voilà ce qui se passe en justice. Et ça, on ne sait pas. Les juges sont de plus en plus durs dans la sanction. Vous trouvez ça, Maître Spinner? Enfin, monsieur le sénateur? C'est un peu plus complexe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les prisons... Vous trouvez que notre justice est trop sévère? Non, elle est pas trop sévère. Elle est dure. Je dis que d'abord, notre justice n'a pas les moyens. C'est-à-dire que là, ça pose un problème politique. Tout à fait. Effectivement, on parle beaucoup de budget en ce moment. Un budget, c'est des choix politiques. Où mettons l'argent? Et en réalité, le premier rôle de l'État, c'est de mettre de l'argent dans le régalien. Et le budget de la justice, même si ces dernières années, il a augmenté, reste un budget très faible, alors qu'en réalité... on demande de plus en plus à la justice. Qu'est-ce que c'est que l'institution judiciaire? C'est quand nous avons des conflits dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, dans la sécurité, on s'adresse à la justice. Et la justice, elle est débordée. Et elle manque de moyens. Et donc, le choix politique, c'est est-ce qu'on donne de l'argent dans quel secteur? Et moi, je pense que le rôle de l'État, c'est d'assurer d'abord ses fonctions régaliennes. L'État n'a pas à se mêler de tout, et donc, à partir de ce moment-là,
Oui, on manque d'argent, on manque de moyens et les juges travaillent dans des conditions c'est ce que je disais la dernière fois d'ailleurs, qui sont déplorables. On va partir maintenant sur les questions flash and cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Les questions flash and cash. Une question, une réponse directe. Pas de pirouette, pas de filtre. C'est ce que c'est, Maître Spinner, les filtres? On m'a dit, je ne sais pas maintenant ce que ça va donner. Il y a la théorie, il y a la pratique. Mathias vous fera un petit cours de réseaux sociaux. Après, il va vous mettre des snaps. Vous allez voir, avec des stories filtrées et tout. Alors, Francis Spinner, pensez-vous qu'il... Attendez, j'ai mon jingle, s'il vous plaît. Merci. Les questions flash et cash. Alors, Francis Spinner, pensez-vous qu'il faut rouvrir le débat sur l'exécution provisoire? Oui, mais c'est très complet. Alors là, ça mériterait vraiment une très longue réponse parce que sur le terme exécution provisoire, on met tout et son contraire. Alors, on prend le oui et on fera une émission sur l'exécution provisoire. Alors, Gamal Abina, Donald Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix pour ses tentatives d'engagement pour la paix dans le monde? Ce serait... Bon, je suis contre évidemment, mais ce serait pas idiot parce que finalement on a donné un prix Nobel à Obama qui a engagé des guerres à n'en plus finir, donc on lui a fait une anticipation qui s'est pas vérifiée. Alors que Trump, il semble vouloir faire la paix. Alors, pourquoi pas? Moi, je dis non, parce que c'est ridicule. Il a dit oui et non, pourquoi pas? Non, je dis non, je suis non. Francis Spinner, l'Europe est-elle en train de succomber au Trumpisme, selon vous? Non. On prend le non. Gamal Abina, les politiques sont-ils trop payés en France? Oui, largement. C'est un peu hypocrite ce que vous avez dit, parce que tout à l'heure, vous avez dit... les politiques. Excuse-moi, vous avez dit que c'était un peu... À votre avis, combien gagne un sénateur? Alors là, je sais pas. Je sais un député. Non mais oui, vous me dites, ils sont trop payés. Je vous demande combien on gagne. Un député, 6 000 € par mois. Écoutez, moi, je reçois impôts prélevés 3 450 €. Mettez-moi avant impôt, s'il vous plaît, c'est intéressant. Bah non, mais c'est bien qu'ils disent. Non, mais c'est intéressant. Après impôt, c'est. Non, parce que je travaille, moi. Oui, j'entends bien, ça va de soi. Mais donc vous êtes moins payé qu'un député alors? Non, je vous dis, voilà, moi, ma fiche de paye, les députés sont avec payés, le prélèvement à la source, en tant que sénateur, je touche 3 450 €. Vous gagnez plus d'oseille quand vous êtes avocat. Hein. Oui. Ça veut dire que c'est une vraie conviction d'être en politique. Oui, voilà. Alors, Francis Spinner, pensez-vous que la loi Zucman peut réellement arriver en France? J'espère que non. Oui. Ok. C'est du délire. Et Gamal Abina, faut-il faire chanter la Marseillaise dans les écoles régulièrement pour créer un attachement à la France et ses symboles? Mais ça c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Ah bon? C'est pas là-dessus qu'on va donner des valeurs. Les valeurs c'est sur effectivement le comportement. Mais ça c'est. Francis Spinner, la Marseillaise. Moi je suis pour que les enfants chantent la Marseillaise. Oh, non, sûr. Vous la connaissez la Marseillaise ou pas, Gamal? Non. Allez. Non, je la connais pas. J'ai pas appris. C'est vrai? Mais on la prenait pas à l'époque. Vous la connaissez vous, Francis Spinner? Et je connais au-delà du premier couplet. Parce qu'on fait souvent le premier couplet. Bientôt dans The Voice. On connaît que les deux premières phrases. Merci à vous deux en tout cas. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à 20h. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invitée, la réalisatrice et productrice Marie-France Brière. Très belle soirée et à demain sur Sud Radio. Je reviens. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.